Le journal présenté par Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Les principaux titres, les inondations du Vidourle à Sommières et la grève à l'université de Nîmes. On vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Le mauvais temps qui s'invite à la une de ce journal avec le maintien de la vigilance orange sur le Gard et l'Hérault. Selon Météo France, la persistance sur plusieurs jours de fortes précipitations a des conséquences sur les débordements de cours d'eau, le Vidourle en particulier. On va voir en image quelques images de ces précipitations, des fortes précipitations qui se sont abattues aujourd'hui encore. Une alerte qui demeure en cours. De ce fait, des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables, notamment à cause des cumuls importants de précipitations sur de courtes durées. Ces derniers peuvent localement provoquer des crues qualifiées d'inhabituelles par Météo France et des fossés. Des crues donc et des fossés. L'organisme public de météorologie qui prévient également du risque de débordement des réseaux d'assainissement. La pluie devrait donc persister toute la nuit sur le Gard avec l'espoir d'une accalmie prévue pour demain mercredi. Pour l'heure, la vigilance reste donc de mise, notamment du fait de l'état des routes dans le Gard. Plusieurs d'entre elles sont actuellement fermées du fait des inondations et des ponts submersibles. C'est le cas de la portion entre la départementale 999 et Fonsange-les-Bains au niveau de Sauve, de la départementale 24 à hauteur de Canol, de la nationale 113 au niveau de Galargues-le-Montueux, de la départementale 6110 à Sommières, de la départementale 6572 entre Émargues et le Quélard, mais aussi le pont de Lunel, de la départementale 979 entre Vergès et Codognan, de la départementale 6572 au niveau d'Émargues. Sachez encore que de nombreuses autres routes gardoises sont inondées ou partiellement inondées sur les zones territoriales de Bessèges, Anduze ou encore de Saint-Gilles, mais que celles-ci n'ont pas été fermées à la circulation. En revanche, de nombreux ponts submersibles demeurent fermés à cette circulation. Il s'agit des ponts de Crespian, Sardan, Alzon, Aubé, Moulezan, Bagnoles, Rivière et Saint-Jean-de-Maruéjol. D'autres ponts demeurent sous la haute surveillance des services routiers du Conseil général du Gard. On rappelle d'ailleurs le numéro info service, le 0810 811 855, 0810 811 855, qui vous permet de consulter l'état du réseau routier dans le département. Au cœur de ces conditions météorologiques difficiles, la commune de Sommières a une fois de plus été victime d'une vidourlade. Même si ce soir la décrue du Vidourle était amorcée, le fleuve côtier a tout de même atteint aujourd'hui les 3,88 m, battant ainsi sa crue de janvier 1996, mais toutefois bien éloigné des 8 mètres qui avaient été relevés le 9 septembre 2002. Le Vidourle qui a donc inondé les quais, les rues et la place du marché de Sommières, touchant une vingtaine de commerçants qui avaient vu venir cette crue. Alain Bonnet est allé à leur rencontre ce matin. Les haut-parleurs retentissent un peu partout ce mardi 3 février dans les rues de Sommières pour alerter la population sur la situation des intempéries. En effet, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre région ont gonflé le Vidourle qui a fini par déborder rapidement et la menace d'une nouvelle vidourlade était bien présente ce matin à Sommières. Oui, ça devient inquiétant parce que hier, déjà, dans la nuit, nous avons eu un maximum à 3,30 m et aujourd'hui, on aura davantage, vraisemblablement 3,50 m ou 3,60 m. Alors, malgré qu'on nous annonce une accalmie des précipitations, eh bien, on se fait du souci parce que là, on frise l'entrée de l'eau dans les commerces. On a déjà 3 ou 4 quartiers inondés et oui, on se fait du souci. Quant aux travaux réalisés en amont de la ville, même s'ils ont limité les dégâts, ils restent insuffisants. La preuve. Ces premiers travaux, effectivement, ont une influence et très directe sur les côtes à Sommières. Mais il faut savoir que 25 ou 30 cm dans un commerce à Sommières, c'est très important pour notre économie, parce que sinon, elle en prend un coup. Et j'attire l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence et l'importance des travaux. Côté commerçants et habitants, ils vacillent entre anxiété et habitude, attendant résignés que la menace passe. Eh bien oui, ça a l'air de continuer à pleuvoir, surtout vers Quissac, là-haut ils annoncent un peu d'eau. Voilà, bon, moi je suis taxiteur, j'ai des problèmes pour aller sur Montpellier, sur Boisseron, tout ça, mais bon, on est habitué à la pluie, on laisse faire et on attend. On est vraiment encore sous le choc, quoi. C'est la première inondation pour moi. Ça fait 3 ans que j'ai repris cette boutique et c'est la première fois que je vois ça, quoi. Donc c'est... Mais bon, il faut garder le moral quand même, je crois. Je crois que nous allons avoir 10 cm dans le magasin. Et vous prenez ça avec le sourire? Ben, on est tellement habitués. Non, mais on a tout monté nos affaires. Hein.
Et puis on verra bien, hein. Ça fait 25 ans qu'on travaille ici, c'est peut-être la 10e ou 12e fois. Aujourd'hui, là, le Vidourle vient de déborder. Vous avez des gros soucis pour rentrer chez vous, ça commence? Oh, bah oui, parce que mes bottes sont même pas assez hautes maintenant. Je vais chercher les sacs poubelles. Hein. Vous pensez que ça va monter encore? Vous avez peur un petit peu? Je pense, ouais. Je pense. Enfin, moi, j'ai pas vécu 2002, mais enfin bon, je crois que ça va grimper encore, ouais. Ouais. Enfin bon, eh ben... C'est inquiétant, quoi. C'est très inquiétant, ouais. Même si on est loin des vidourlades de 2002, tout le monde reste attentif aux informations locales. L'alerte n'est pas prête d'être levée et la région reste en vigilance orange. Le Vidourle ayant fait une fois de plus parler de lui. Et on continue d'évoquer ce mauvais temps avec la conséquence de la crue des affluents cévenols. Le Rhône gonfle progressivement depuis le début de la journée. En fin d'après-midi à 17 h, il avait atteint les 3600 mètres cubes secondes, ce qui correspond au niveau de préalerte. Le fleuve est donc sous surveillance avec plusieurs rondes des gardes-digues tout au long de la journée sur les ouvrages de protection. Nulle inquiétude pour l'heure concernant cette crue qui devrait atteindre son pic dans la journée de demain mercredi. La Grogne gagne l'université après Montpellier hier. C'est la faculté de Nîmes qui s'est mise en grève à la suite d'une assemblée générale qui s'est tenue à la mi-journée. Les enseignants-chercheurs, en désaccord avec la loi Pécresse portant sur la réforme des universités, ont appelé à une grève illimitée afin de protester contre la réforme de leur statut. La ministre de l'Enseignement supérieur qui propose d'élaborer une charte de bonne application selon ses dernières déclarations et qui assure que la réforme se fera. Yvonique Ségouin et Marion Pontet ont rencontré ce midi Christian Guérin, maître de conférence à l'Université de Nîmes, qui nous donne son appréciation sur ce sujet. Cette AG avait pour un double but. D'abord de continuer à nous éclairer réciproquement sur le décret, sur les positions qui sont prises au niveau national, notamment par la coordination des universités, qui s'est tenue hier à Paris. Donc nous sommes mutuellement informés de tout cela. Les étudiants d'ailleurs, certains étudiants étaient très au courant de ce qui se passe au niveau du profil de la carrière des universitaires, pour lesquels, en tout cas, un certain nombre d'entre nous ne sommes pas d'accord. Il y a eu donc des propositions de vote autour de 2 points. Première proposition, il s'agissait là, certains collègues proposaient qu'il y ait un arrêt, une grève pour jeudi, qui correspond aussi à une proposition de grève nationale, de manifestation nationale, concernant le statut de l'université. Et deuxième proposition, un peu plus radicale, celle-là, qui a fait donc l'unanimité, c'était d'arrêter, pour les gens qui étaient là présents, bien entendu, à partir d'aujourd'hui, les enseignements, de faire la manifestation jeudi dans le cadre d'une proposition nationale, et lundi, nous nous retrouverons de nouveau en AG, donc vous êtes les bienvenus, en AG, pour décider, en fonction des éléments nouveaux, si nous cessons cette position et nous nous mettons à travailler dans les conditions correctes, ou bien si nous poursuivons la position qui a été retenue. Vous l'avez donc compris, 2 journées de manifestation sont annoncées ce jeudi 5 février dans différentes villes françaises, ainsi que mardi prochain, le 10 février à Paris. Objectif de celle-ci, obtenir le retrait d'un décret réformant le statut des enseignants-chercheurs qui a été transmis vendredi dernier au Conseil d'État et obtenir également le retrait de la réforme sur la formation des enseignants. Dans l'actualité sociale, les organisations syndicales Sud, FO, UF, ICT, CGT et UNSA appellent à une manifestation demain matin en mairie de Nîmes afin de protester contre l'absence de réponse concernant leur demande de négociation du régime indemnitaire. Ce dernier, mis en place par l'actuelle majorité municipale, avait été annulé par le tribunal administratif le 31 décembre 2008. On va revenir sur le sujet des universités avec bien le site de Nîmes, l'université qui multiplie les initiatives pour permettre aux élèves de terminale de mieux connaître les différentes formations. L'université de Nîmes qui accueillait aujourd'hui bien cet après-midi des lycéens gardois pour une immersion dans le monde universitaire en attendant la journée portes ouvertes du samedi 7 mars 2009. Le sujet est signé Marion Pontet et Yvonique Ségouin. Actuellement, les lycéens sont en train de choisir la structure d'enseignement supérieur dans laquelle ils désirent aller l'année prochaine.
Dans ce cadre, une journée d'accueil a été organisée à l'Université de Nîmes. On a organisé cette journée d'accueil des terminales à l'Université de Nîmes pour leur faire connaître nos filières, le déroulement des études ainsi que les débouchés. Et donc, ils vont suivre des cours de nos étudiants en présence des enseignants dans de véritables cours pour connaître les études à l'université. Cet après-midi de découverte aura permis aux lycéens de mieux comprendre quelle sera leur vie d'étudiant. Je pense que ça permet, quand on ne sait pas trop comment ça se passe, justement, de permettre aux terminales qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, de voir déjà à quoi ça ressemble. Quand on n'est pas censé savoir ce qu'on veut faire plus tard, je pense que c'est bien d'essayer un peu tous les TD, de savoir quelle filière après nous convient le mieux. Mais là, je trouve que c'était très bien expliqué. Ils nous ont bien montré après les débouchés sur lesquels on pouvait arriver comme métier. Cette journée, elle est bien parce qu'on peut voir la fac et puis même si on n'est pas sûr, même si on a une idée et qu'on n'est pas sûr exactement de ce qu'on veut faire, ça permet de voir un peu comment ça va être, si ça va vraiment nous intéresser. Pour moi, oui, c'est bénéfique cette expérience. Moi, ça me permettra, si vraiment j'ai envie de continuer plus tard à la faculté ou pas. Si j'ai vraiment envie de venir ici. La CCI qui présentait ce matin les résultats d'une enquête réalisée par l'INSEE et la DRIR concernant les chiffres du secteur de l'industrie dans la région Languedoc-Roussillon et plus précisément dans le département du Gard. Toutes les explications avec Nicolas Penchino. Réunis sur le site de Forméum, une trentaine d'entreprises étaient représentées. Et si l'enquête portait sur une période antérieure, c'est bien la crise qui était au cœur du débat. Je pense que c'est surtout aux entreprises de nous donner là leurs ressentis, leurs attentes, peut-être également vis-à-vis des pouvoirs publics. Quelles sont les attentes des entreprises industrielles? Comment elles envisagent d'affronter cette crise? Comment elles se battent sur le terrain économique? Voilà, je crois que c'est surtout elles qui vont s'exprimer au travers de cela. En préambule, c'est Gilbert Beck, directeur d'Haribo, qui dressait un tableau peu glorieux de la concurrence européenne entre les entreprises d'un même groupe et les difficultés justement d'une entreprise à exister au sein d'un groupe. Les chiffres que présentait l'INSEE étaient d'ailleurs assez précis à ce sujet. Il y a par exemple des statistiques où on nous dit qu'il y a X pourcentage d'entreprises qui dépendent, 24% je crois, d'entreprises qui dépendent d'un groupe étranger. Des chiffres qui concernent seulement les entreprises de la région. Ces derniers seront très utiles pour mesurer l'impact de la crise économique que nous traversons actuellement. Ce point qui fait le tour de l'industrie dans la région sera un point zéro situé avant la crise, qui se passe avant la crise. Et puis il y aura des analyses sans doute plus ciblées ensuite sur tel ou tel secteur pour voir comment ça a évolué et quel était l'impact de la crise à partir de cette situation initiale. Pour le département du Gard, dans ce secteur de l'industrie, l'INSEE ne mesure pas de perte d'emplois supérieure à la fréquence établie depuis une dizaine d'années et les richesses créées par cette dernière sont en augmentation constante. Une analyse qui indique le dynamisme économique de ce secteur d'activité. Cela ne signifie pas pour autant que la crise épargne les entreprises de la région, mais simplement qu'elle arrive en décalé. Et un mot de transport avec Yvan Lachaud qui, vous le savez, a décidé de s'engager sur le dossier du contournement TGV Nîmes-Montpellier et de la gare TGV de Manduel. Le député Nouveau Centre du Gard qui soutient ce projet d'une gare TGV en site propre à Manduel et qui a questionné Dominique Bussereau à l'Assemblée nationale. Réponse a été apportée au député du Gard, je cite, que l'État s'engageait à conduire dans les meilleurs délais la réalisation de ce contournement de Nîmes et Montpellier. Une gare TGV qui présente, selon Yvan Lachaud, des avantages certains aux yeux du gouvernement. Donc, un dossier à suivre concernant l'élaboration de cette gare TGV et le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. À Arles, dans les Bouches-du-Rhône, un cas de méningite à méningocoque de type B a été diagnostiqué dimanche chez une fillette âgée de 4 ans. Celle-ci, scolarisée à l'école maternelle arlésienne Le Petit Prince, a été transportée à l'hôpital Nord de Marseille où son état évoluerait favorablement ce matin. Les services de l'éducation nationale ont procédé hier à l'information des familles dont les enfants fréquentent cette école maternelle située dans le quartier arlésien de Griffeuil. Par mesure préventive, un traitement d'antibiotiques a été prescrit aux enfants et aux adultes qui auraient pu être en contact direct avec l'enfant dans les 15 jours précédant l'apparition des symptômes.
Et puis samedi dernier, c'est aux premières heures de la matinée que le peuple du Taureau s'est donné rendez-vous en terre de Camargue pour assister à l'Assemblée générale de l'Union des clubs taurins Paul Ricard. Un grand rassemblement de toutes les strates de l'afition au cours duquel tous les acteurs de la course camarguaise, landaise et espagnole ont été mis à l'honneur pour leurs résultats obtenus tout au long de la saison 2008. Patrick Mallet a rencontré raseteurs camarguais et écarteurs landais en cette journée arrosée à tous les sens du terme. Le sujet et le commentaire est signé Yvonique Ségouin. Tradition oblige, l'Union des clubs taurins Paul Ricard a tenu sa 53e assemblée générale à Méjeanne au domaine Paul Ricard. Méjeanne pour nous est un endroit chargé d'histoire. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et que le Ricard a été interdit, c'est ici que Paul Ricard a redémarré une nouvelle histoire. C'est là que sont nos racines, nos traditions. Effectivement, la tauromachie dans la vie de Paul Ricard prenait une grande partie. Dans ses premiers souvenirs, c'était déjà son père, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, qui disait tous les week-ends, je vais aller voir tuer la bête. Donc c'est très important, ça nous rattache réellement à nos passés, à nos valeurs. Éleveurs, écarteurs, sauteurs et raseteurs se sont vus attribuer des récompenses. Je suis très heureux, j'espère être meilleur et un peu mieux classé que cette saison. Voilà, après faire plaisir au public et au club taurin. Cette journée est l'occasion de se retrouver et de faire un petit écart à la préparation physique. Ouais, préparation physique, fait un petit écart aujourd'hui, on va dire, à Méjeanne, mais bon, grosse préparation pour le début de saison qui va bientôt arriver, voilà. Un petit écart aujourd'hui, histoire de reposer, de relâcher un peu la saison qui est passée. C'est des récompenses, on va fêter un peu tout ça avec Loïc, justement avec Loïc Ozol, on va fêter un peu ça, on va passer l'après-midi ensemble, je pense. Et voilà, on prépare après la saison qui arrive, la saison 2009 qui arrive très vite. La réunion s'est achevée par le partage du verre de l'amitié, un ou deux naturellement. Alors on ne l'a pas trop vu dans ce sujet, mais la tauromachie espagnole a bel et bien été présente, notamment vous l'avez entendu dans les propos du petit-fils de Paul Ricard. Elle a été mise à l'honneur avec différents trophées qui ont été remis entre autres. Ils étaient présents au maestro El Fundi, Roman Pérez, Thomas Dufaux, Mathieu Guillon, sans oublier les éleveurs Robert Marger, José Escolari, La Quinta, El Ventorillo, ainsi que la famille Bonnet. Une assemblée générale qui a réuni près de 1000 personnes sur le domaine de Méjeanne. Et puis une dernière information à caractère sportif. Compte tenu des conditions climatiques actuelles, l'équipe du RCNG ne peut actuellement s'entraîner. Aucun terrain d'entraînement n'est praticable. Et du fait de cette réalité, le match qui devait opposer dimanche le RCNG à Monteux, actuel leader du classement de Fédéral 2, ce match a été reporté. Et la date de ce report nous sera communiquée ultérieurement. Voilà pour l'information de ce mardi soir, Frédéric. Merci beaucoup Christophe. Excusez-moi, je vous en prie. Je suis encore dans l'émission il y a quelques minutes. Vous êtes avec Fran Angelo, c'est ça? Exactement, je suis toujours dans la magie plutôt. Je préfère ce monde-là. Alors, dans quelques secondes, le carrousel suivi à 21h de Croco Hebdo avec comme invité, Christophe. Ce soir, 2 joueurs du Nîmes Olympique qui reviendront sur le match nul des Crocos vendredi soir en Costière. Il s'agit de Jérémy Roumégous et de Paul Maisonneuve. Suivi du match. Le match à 22h avec le match nul, un but partout. Précieux point pour les Crocos. Match nul acquis face aux joueurs de Clermont Foot. Merci beaucoup, je vous laisse avec vos taureaux. Passez une très très bonne soirée et à demain sur Télé Miroir.